Merci, Monsieur le Président. C'est l'occasion pour moi pour féliciter pour l'organisation de ces journées et féliciter aussi la ponctualité parce que vraiment, on est ponctuel. Alors, on va parler d'infection athérothrombotique chez cette infection intercurrente. Je voudrais vous raconter une histoire qui est une histoire vraie. Alors, ce que vous allez voir, je l'ai vécu et je voudrais le partager avec vous. 1er octobre, ce n'était pas cette année, c'était il y a 2-3 ans. Un monsieur de 75 ans que je suis en consultation régulièrement, qui a été dilaté avec un stent sur l'IVA 10 ans auparavant, qui se porte bien, qui vient juste pour ses contrôles. Eh bien, à chaque fois à l'examen, tout est bien. Ses contrôles entre autres, son épreuve d'effort, son écho, tous les examens qu'il fait habituellement et régulièrement sont normaux. Eh bien, la dernière consulte, le 1er octobre, il se plaint des petits signes comme si c'est une petite infection virale puisqu'il a des éternuements et bon, il ne sait pas si c'est l'allergie ou si c'est un début de grippe. Et finalement, bon, lui, il prend l'aspirine et statine pour sa maladie coronaire, sa tension est correcte, c'est tout ce qu'il prend et il est bien. Et bon, rien de particulier sur le plan cardio. 2 jours après, il appelle au téléphone. Eh ben, je vais pas bien, j'ai vraiment une grippe. J'ai pris le traitement que m'a préconisé mon généraliste. Et puis, je me sens très fatigué, mais je n'ai pas de symptômes cardiaques. Et puis, c'est surtout la fièvre, les frissons. Et bon, ce qu'on s'est fixé, je lui ai dit, si le lendemain, ça ne va pas bien, bon, vous passez quand même ou bien je passe vous voir. Alors, histoire vraie. Le lendemain, eh ben, je reçois un coup de fil, et c'est sa fille qui est au téléphone. Elle me dit « Papa a une douleur thoracique qui a duré quelques minutes, et puis après, il est mort. » Il est mort, et moi, je ne comprends pas pourquoi. Elle me dit, sa fille me dit « Je ne comprends pas pourquoi. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas normal. Il vous a vu 3 jours avant, et vous lui avez dit que son cœur est normal. Et maintenant, il nous fait une attaque cardiaque. » Et c'est véridique, et je voudrais un rapport sur sa dernière consultation et un rapport sur vos visites que vous avez faites à mon père. Voilà, je voulais partager ça avec vous et vous dire que qu'est-ce que je dois faire? J'essaie de lui expliquer que l'infection aiguë et infarctus du myocarde est d'actualité. Vous voyez, c'est un papier de 2019. On parle énormément et toujours d'infections intercurrentes qui décompensent l'état coronarien. Et on voit très bien que c'est connu, pour la grippe et pour les autres virus, ça peut déclencher un infarctus. Eh bien, c'est très clair et le message, c'est que le risque, il est à court terme, à moyen terme et à long terme. Vous voyez ? À court terme, à moyen terme et à long terme. Et donc, c'est à prendre au sérieux. Je voudrais qu'on revoie un petit peu une diapo d'une artère, si je pouvais avoir un pointeur, sinon on va essayer de faire sans. Même la souris, on ne la voit pas, ni souris, ni... Bon. Alors, voici une artère qui est athéromateuse, et vous voyez que quand arrive un virus comme celui de la grippe, il va déclencher, vous voyez juste à côté, TNF, interleukine 1, 6 et 3, eh bien, ça va déclencher une synthèse d'interleukines qui sont des facteurs inflammatoires et de réactions inflammatoires. Il y aura plusieurs réactions qui vont se passer. Vous voyez là, c'est des dépôts de fibrine qui se font. Ensuite, il y aura progressivement les cellules de l'endothélium qui vont être lésées, va suivre la fibrine qui va s'épaissir avec des dépôts de fibrine. Ensuite, nous avons la membrane élastique interne, merci
Merci. La membrane élastique interne, ici, qui va s'épaissir, si on arrive à la voir par rapport à là, elle est très fine. Là, on voit qu'elle est très épaisse. Et c'est des réactions qui vont continuer avec, ici, on voit très bien les cellules musculaires lisses de la média qui sont en train de se disséquer. Et au final, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, rupture. Cette plaque qui était là, elle va finir par rompre et on connaît la suite, c'est de la cardiologie pure. Eh bien, contact du sous-endothélium avec la lumière et on y va par adhésion plaquettaire, agrégation et activation de l'inflammation. Eh bien, l'infection déclenche un infarctus qu'on appelle de type 1 selon la définition de 2018. C'est-à-dire qu'il y aura juste rupture et thrombus, comme on a l'habitude de voir souvent. Mais il y a aussi l'infarctus de type 2 qui intervient quand il y a une infection. C'est quoi le type 2? Eh bien, c'est quand il y a un déséquilibre entre les besoins qui augmentent et les apports qui diminuent. Eh bien voilà, quand il y a une infection et les facteurs inflammatoires font que la demande en oxygène augmente, eh bien il y a tachycardie, il y a contractilité qui augmente et augmentation des besoins et finalement on va se retrouver avec un infarctus de type 2. Eh bien dans l'infection virale ou non virale, eh bien on a ces deux types d'infarctus, mais on a en plus une action directe sur les cellules myocardiques. L'infection va aller directement causer des lésions du myocarde et on comprend pourquoi. Il peut y avoir de l'arythmie, ça pourrait expliquer certains cas d'insuffisance cardiaque qui commencent par une infection et la mort subite. Donc pour résumer tout ça, le virus est responsable de la rupture de plaques, de thrombus, augmentation de la demande et de lésions directes sur le muscle cardiaque. Ces trois facteurs vont contribuer chez notre patient à la maladie. Alors, il faut que j'explique tout ça un petit peu à sa fille. Bon, et vous savez qu'est-ce qu'elle m'a dit? Ah ben si c'est la grippe qui lui a causé ça, pourquoi vous ne l'avez pas vacciné? Ben oui, il est mort d'une attaque cardiaque. Vous êtes en train de m'expliquer depuis tout à l'heure que l'attaque cardiaque est due à la grippe. Oui, mais pourquoi vous ne l'avez pas vacciné si vous savez qu'il y a un lien? Pourquoi? Ah ben, je lui dis, moi je pensais que son médecin généraliste s'occupe de ça. Mais non, si vous savez qu'il y a des lésions cardiaques et qu'il y a un risque d'infarctus, c'est votre travail. Bon, on revient à la théorie en sachant que les virus, l'épidémie d'influenza et les virus respiratoires sont responsables, preuve autopsique à l'appui, de maladies coronaires et de mortalité coronaire, c'est-à-dire qu'à l'autopsie, on retrouve un infarctus chez les personnes qui sont décédées à la suite d'infection par le virus influenzae. Et là, s'il vous plaît, 34 000 sujets qui ont été biopsiés, qui ont été autopsiés et chez qui on a retrouvé un infarctus comme cause de la mort lorsqu'ils avaient le virus de la grippe. Voilà. Influenza, épidémie, on sait qu'il y aura un risque de mortalité coronaire. Et ici, un article encore sur l'influenza, le virus de la grippe, qui est déclencheur de l'infarctus, avec plein de données. Influenza, responsable d'infarctus. En avance, infection respiratoire et risque de maladie cardiovasculaire, une étude dans la pratique. Et qu'est-ce qu'elle conclut, cette étude? Il y a une forte association entre les infections respiratoires et la mortalité cardiovasculaire par infarctus. Et il y a assez de preuves, on peut passer des heures et des heures à accumuler les articles. Franchement, ça ne sert à rien. Je voudrais qu'on voit ensemble qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour lui. Eh bien, certains vont dire, et peut-être sa femme ou sa fille va me dire, et pourquoi vous n'avez rien pu faire?
qu'est-ce qu'on aurait pu ajouter? Il y a certains articles récents qui se sont dit, vu qu'il y a une augmentation des paramètres inflammatoires, pourquoi ne pas doser un paramètre particulier et dire on va aller agir? À l'heure d'aujourd'hui, rien, aucune preuve scientifique que lorsqu'on a des paramètres inflammatoires élevés, égal au risque cardiovasculaire, et qu'on puisse faire quelque chose. Il n'y a rien de connu qu'on puisse faire. Et le dernier article de 2019, c'est les directions futures pour l'infection et l'infarctus. Est-ce que les statines ou certains antiagrégants peuvent améliorer l'infection aiguë chez les patients déjà coronariens? Est-ce que j'aurais dû ajouter un antiagrégant? Est-ce qu'on va ajouter un antiagrégant à l'aspirine chez les coronariens lorsqu'ils font une grippe? Est-ce qu'on va ajouter de l'énoxaparine? Est-ce qu'on va ajouter la dose de statine? Est-ce qu'on va mettre un bêta-bloquant? Toutes ces questions, je vous dis, en 2019, sur le NEJM, il n'y a aucune drogue connue, une fois qu'il y a eu la grippe déclenchée, qui pourrait arrêter le processus sur le plan cardiovasculaire. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Deuxièmement, j'ai je dirais un conseil, si vous permettez, et je le commencerai comme ça. Quand on a des artères saines, on est riche parce qu'on a beaucoup de NO et de prostaglandine. Quand on est coronarien, eh bien, on est pauvre en prostaglandine. Et si on est coronarien et qu'on fait une brèche et qu'on déclenche un infarctus, eh bien, on n'a déjà pas beaucoup de prostaglandine. Si on n'a pas beaucoup de prostaglandine, et c'est ça le conseil, s'il vous plaît, jamais d'anti-inflammatoire. On a envie d'en donner quand il y a une grippe, mais jamais d'anti-inflammatoire. L'anti-inflammatoire appauvrit en prostaglandine. Regardez ce qu'il peut faire Eh bien, quand il y a une athérothrombose, la prostaglandine est très faible. Dès qu'on inhibe la COX-2 et tous les anti-inflammatoires, même les non spécifiques, COX-1 et COX-2, dès qu'on inhibe les prostaglandines, eh bien, la balance entre thromboxane et prostaglandine va vers le thromboxane et on favorise la thrombose. Les anti-inflammatoires, quels qu'ils soient, favoriseront la thrombose et vont accélérer l'infarctus du myocarde chez un patient qui a une grippe. Ce message, beaucoup de nos confrères n'en tiennent pas compte, ceux qui prennent en charge la grippe, mais pour nous, il nous semble comme être un message très important. En plus de l'athérothrombose, de l'infection, ajouter un anti-inflammatoire peut être fatal. Donc, non-stéroïdal anti-inflammatory drugs, non. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, vous l'avez peut-être deviné, il faut qu'on pense à vacciner nos patients à l'avance, ne pas compter sur le Tamiflu, qui ne va pas résoudre tous les problèmes, et vous savez très bien qu'il faut qu'il soit donné un bref délai. Voilà le virus de la grippe, il est connu pour 8 ARN, vous les voyez, ils sont là, les 8 branches, c'est le nucléotide, et la membrane, c'est la capside. Voilà, la capside, elle permet de différencier le virus A, B et C. Donc, les brins, c'est le génome du virus, et on a 8 ARN, chacun code pour une protéine différente. Et vous avez en bleu l'hémagglutinine H. H, c'est pour ça qu'on appelle le virus H1 ou H2 ou H3. C'est le type d'hémagglutinine qu'il a et qui permet de s'attacher aux cellules respiratoires quand on est infecté. Et vous avez ici la neuraminidase N, c'est pour ça qu'on dit H1N1 par exemple. Et pourquoi elle est importante? Celle-là, elle permet de se fixer au virus. Celle-là, elle permet de libérer les nouveaux virus, de les libérer de la cellule. Comme ça, ils peuvent aller infecter d'autres cellules à côté. Voilà, donc c'est ça le virus de la grippe. C'est A, B ou C, H1 jusqu'à 18 et N1 jusqu'à N11. Voilà. Comment ça se passe? Le virus de la grippe va être en contact avec une cellule respiratoire. La première étape, il est capté par un récepteur, il est internalisé et, chose importante, il lâche son matériel viral, c'est-à-dire ses ARN,
ils les lâchent dans le noyau de la cellule et ils vont rentrer dans le noyau, ils vont se répliquer, ils vont utiliser les ribosomes, l'énergie de la cellule pour se répliquer, faire une réplication. À quoi ça sert la réplication? Pour faire d'autres bébés virus. Ces bébés virus, eh bien, ils vont se libérer grâce à la neuraminidase et ils vont aller infecter d'autres virus et ils vont infecter d'autres cellules. Et l'induction et la réplication virale fait qu'il y aura des éléments pro-inflammatoires. Celui-là est très connu, c'est l'histocompatibilité, le complexe multiple d'histocompatibilité qui présente un peptide viral. Comme ça, les lymphocytes vont le reconnaître et vont venir attaquer la cellule. Voilà. Eh bien, c'est comme ça que ça se passe. Alors, le vaccin, eh bien, il y a le vaccin trivalent et le quadrivalent. Le quadrivalent, j'apprends qu'on l'aura que l'année prochaine au Maroc, alors que le trivalent existe depuis longtemps. Le quadrivalent existe en Europe depuis déjà 3, 4 ou 5 ans. La différence, c'est qu'ici, il y a 2 souches du A et une souche de B, alors que là, il y a 2 souches de A et 2 souches de B. Eh bien, comment ça se passe avec l'OMS? Eh bien, il fabrique plusieurs potentiels virus, en fait jusqu'à 256 combinaisons possibles, et ces potentiels virus sont étudiés en fonction des pays et en fonction des virus des pays, et ça a été remis par les pays à l'OMS. Et finalement, en général, en février, l'OMS, elle a déjà mis en point ces prochains virus qui vont être utilisés pour la vaccination. Et cette année en particulier, entre parenthèses, ils ont eu 1 mois de retard, l'OMS. Ils ne l'ont présenté qu'au mois de mars. Et normalement, en septembre, eh bien, le vaccin est disponible pour tous les pays. Eh bien, cette année, il a un petit peu de retard. Je crois en France, j'ai appris qu'il y a juste 2 jours qu'ils ont déclenché la campagne vaccinale du virus. Je pense qu'au Maroc, on devrait l'avoir dans 1 semaine ou maximum 2 semaines, je pense. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est voir quel type de virus, H1N1, H3N2, et puis pour le type A. Et pour le type B, il y en a un qui vient du Colorado, aux États-Unis, et l'autre de Phuket, donc en Asie. Ces 2. Pour les quadrivalents, eh bien, il y aura les 4. Là, qui doit être vacciné? Toutes les personnes qui ont plus de 65 ans, ça, les femmes enceintes, les enfants, l'asthme, les asthmatiques, les maladies cardiaques, et souvent dans notre tête, s'il est coronarien qui n'est pas âgé, parfois on se dit c'est pas la peine, bon, il a peut-être coronarien à 45 ou 50 ans, pas la peine, mais non, on a bien vu depuis tout à l'heure que dès qu'il y a la maladie coronaire, eh bien, il vaut mieux y aller. Voici officiellement tous ceux qui sont à haut risque de faire une grippe grave et sévère. Et bon, il y a quelques papiers qui nous disent que la vaccination, c'est une prévention des maladies cardiaques et c'est l'American Heart qui l'avance depuis longtemps. Mais les chiffres, ils m'ont un petit peu paru inquiétants. Je vais les partager avec vous. Là aussi, un papier sur la vaccination chez les insuffisants cardiaques et la conclusion, chez les patients insuffisants cardiaques, la vaccination réduit les risques de mortalité, toute cause et de mortalité cardiaque, après ajustement des facteurs, et il faut vacciner précocement. Voilà. Maintenant, la question, est-ce que les médecins se vaccinent ou pas? Vous savez, aux États-Unis, à votre avis, combien en pourcentage de médecins se vaccinent? Allez, dites un chiffre. On a presque terminé. 50% des médecins? 5% aux États-Unis. 5% يمكن في المغرب. Mais aux États-Unis, ils sont 96% à se vacciner. Voilà. Et ici, un dernier papier sur l'hypertension, tous les hypertendus. Eh bien, la vaccination chez les hypertendus
est bénéfique puisque c'est un papier qui a été présenté cette année même. Regardez ici ceux qui ne sont pas vaccinés et là ceux qui sont vaccinés, et qu'est-ce qui est en faveur du vaccin est à gauche, ce qui est contre vacciné est à droite. Et vous voyez que la vaccination réduit 18% la mortalité toute cause des hypertendus. Elle réduit de 16% les vaccinés contre ça va réduire la mortalité cardiaque de 16%. Et ça va réduire l'AVC ou infarctus de 10% quand on est vacciné, chez les hypertendus. Alors, peut-être ma dernière diapo, c'est le vaccin comme prévention de l'infarctus du myocarde. On l'a vu avec l'exemple de notre malade, et regardez ce qui est écrit là, c'est qu'ils ont fait une grande étude pour voir de combien va réduire le risque d'infarctus. Quand on prend un traitement de l'HTA, le traitement de l'HTA réduit le risque d'infarctus de 17 à 25%. Les statines réduisent le risque d'infarctus de 19 à 30%. Eh bien, la vaccination réduit de 15 à 45% le risque d'infarctus du myocarde chez les coronariens. Maintenant, ceux qui ont moins de 65 ans et coronariens, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a l'impression qu'ils sont jeunes, ils n'ont pas besoin de vaccin. Eh bien, ça se reflète, c'est encore la faille, même aux États-Unis. Eh bien, il n'y a que 30% à peu près qui reçoivent leur vaccin. C'est peut-être eux qui ont vraiment le plus besoin. Alors, quand je vois mon malade comme ça, et je me rappelle ce 1er octobre, ce que je me dis, c'est que quand je le vois comme ça, je dois penser à la thrombose. Quand je le vois au téléphone, je dois me dire « Ouh là là, ça fait, il a rompu sa plaque et il est en fièvre, en frisson, c'est qu'il est en train d'aggraver sa situation cardiaque. » Et peut-être qu'il aurait fallu l'hospitaliser tout de suite, pas au téléphone comme ça. S'il a une grippe, c'est quand même notre travail. Et le 4, pour éviter qu'il nous appelle et qu'on nous dise qu'il est mort, eh bien, il faut retenir ça. Et le message que je retiendrai, c'est celui-là. C'est que quand on est comme ça, il faut penser à ça et merci.